Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un tournant majeur dans les relations internationales, un changement de paradigme, ou comment la politique isolationniste de Donald Trump pousse l'Europe à changer de paradigme stratégique en matière de défense. Trump réclame que les Européens mettent la main au portefeuille pour assurer leur défense, sous peine de voir le parapluie nucléaire américain se déplacer comme par magie. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les coulisses de ce changement de paradigme? Je suis Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Voici les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture, Histoire. géographie, Société. technologie, Sport. écologie, Relations internationales. géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Notre histoire commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, non seulement les États-Unis aident l'Europe à se reconstruire économiquement via les fonds du plan Marshall, mais en plus, ils vont devenir les garants de sa sécurité militaire face à la menace de l'URSS et le rideau de fer, que dénonce Churchill d'ailleurs lors de son discours à Fulton, aux États-Unis. C'est le début officiel de la guerre froide. Le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est créé à ce moment-là, en 1949. Et ce traité va formaliser ce mécanisme de sécurité. C'est alors que les membres de l'Alliance se promettent assistance mutuelle en cas d'agression. C'est le fameux article 5 de la Charte de l'OTAN. Elle dit en substance qu'une attaque armée contre un membre de l'OTAN engage les autres dans un conflit. 6 ans plus tard, le bloc de l'Est riposte, avec la création de l'alliance militaire du pacte de Varsovie. Donc les membres de l'OTAN bénéficient de l'avantage de la dissuasion nucléaire. Mais ce sont les États-Unis les garants de cette dissuasion. C'est donc le fameux parapluie américain. Il s'agit à la fois d'un abri antinucléaire et des capacités de défense stratégiques détenues par Washington. Durant des décennies, les Américains qui sont obsédés par la guerre froide vont dépenser sans compter pour renforcer ce système de défense. Si on regarde les chiffres sur la part des dépenses des membres de l'OTAN par rapport à leur PIB, on constate une réalité implacable. Les dépenses militaires des États-Unis pour 2024 ont augmenté de 5,7% pour atteindre près de 1000 milliards de dollars. 997 milliards de dollars pour être tout à fait précis. Cela fait 66% des dépenses totales de l'OTAN. Alors que les membres européens de l'OTAN ont dépensé pour cette même période 454 milliards de dollars, soit seulement 30% du total des dépenses de l'Alliance. Pendant des décennies, la menace de l'URSS, le rideau de fer et le fameux narratif de la guerre froide vont conforter cette posture, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump ou quelqu'un d'autre? Pas si vite. Le monde l'oublie peut-être, mais c'est Barack Obama qui a sonné la fin de la récréation en 2016, à la fin de son 2e mandat. Il va dire la chose suivante: les Européens sont des free riders, des profiteurs quoi. Il va leur dire: il est temps que les Européens prennent leur part de charge financière dans les dépenses militaires. Mais le concept de free rider est très sévère. Il le prononce pour la première fois lors d'un entretien accordé à Jeffrey Goldberg pour le magazine The Atlantic, le 24 mars 2016. Ce jour-là, il va même parler de son plan anti-free riders. Mais les Européens profiteurs? Non, Barack, non. En tout cas, ça va jeter un malaise dans les cercles stratégiques européens. Certains seront offusqués, d'autres seront indignés, mais au fond, ils vont commencer petit à petit
à prendre conscience d'une chose. Ce modèle de simple dépendance n'est pas du tout viable. Bien que peu spectaculaire sur le plan des annonces, cette période marque le début d'un véritable questionnement européen. Donc, ce n'est pas Trump, mais bien Obama qui a sonné la fin de la récréation. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est vrai, c'est Donald Trump qui va en faire une obsession. Quand il accède à la présidence en 2017, son slogan est clair, America First. Les États-Unis d'abord. Mais le monde n'a rien voulu entendre. Les Européens se sont demandé s'il est sérieux. Ils ont oublié une règle simple pourtant. Quand un chef d'État d'une puissance nucléaire dit quelque chose d'aussi important, en général, il est sérieux. En tout cas, ce slogan, America First, va redéfinir le contrat transatlantique. Et il remet en cause l'engagement américain automatique. Il critique ouvertement les alliés pour leur faible contribution. Il menace même, à mots plus ou moins voilés, de revoir la garantie de l'OTAN si les Européens ne se montrent pas à la hauteur. C'est un changement majeur. Résultat, les dirigeants européens réalisent que leur dépendance est moins sûre que jamais. Le message est clair. Si vous ne montrez pas que vous payez, que vous participez aux frais collectifs, nous pourrions tout simplement ne plus vous couvrir. Cette pression américaine va servir de déclencheur psychologique et politique sur le vieux continent. Mais comme vous allez le voir, on assiste là à un premier changement de ton, mais pas encore de paradigme. En Europe, dans l'opinion publique et dans les médias d'une manière générale, on préfère ironiser en mettant l'accent sur la folie ou le caractère incohérent de Donald Trump. On se demande encore s'il ne bluffe pas. Oui, peut-être qu'il bluffe, mais il a trop dit pour ne rien faire. Il en va de sa crédibilité de chef d'État, alias maître du monde. Et puis le destin a temporisé les choses. Il y a eu d'abord la victoire de Joe Biden à la présidence américaine, et ensuite la pandémie, et enfin l'attaque de la Russie en Ukraine. Dès lors, l'OTAN est redevenue la formation à la mode. Et puis en 2024, Donald Trump revient aux affaires. Trump 2 est encore plus déterminé. Cette fois, il arrive avec des chiffres. Il exige que chaque membre de l'OTAN dépense près de 5% de son PIB à son budget défense. Il va même dire à moitié sérieux, à moitié ironique, mais 5%, ce n'est pas beaucoup. Cette exigence va créer une véritable onde de choc en Europe. Certains États membres, comme la Lituanie ou l'Estonie, soumis à la pression russe dans la mer Baltique, s'engagent à atteindre 5% d'ici 2030. De son côté, l'Union européenne propose en mars 2025, c'est-à-dire hier, un plan baptisé Rearm Europe, Readiness 2030. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un livre blanc dans lequel les membres de l'Union européenne s'engagent à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros de dépenses en matière de défense. Le message est sans équivoque. L'Amérique semble moins fiable, les Européens n'ont pas le choix, ils doivent endosser eux-mêmes leur sécurité. Mais vous me voyez sans doute venir avec la question qui tue. Qui va payer la facture? Va-t-on vers une période de plus d'austérité en Europe? Il faudra être attentif à cette question. Peu à peu, les dirigeants européens vont enfin évoluer dans leur discours. Lors du sommet de l'UE, le 6 mars 2025,
Les chefs d'État et de gouvernement vont enfin affirmer ce qu'il faut. Nous voulons prendre notre défense en main, sans rompre avec les États-Unis, diront-ils. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va même jusqu'à déclarer « Nous vivons les temps les plus graves que nous ayons connus dans notre vie adulte. Il est temps pour l'Europe de se réarmer. » Voilà, c'est dit. Ce changement de paradigme est palpable. Certains font référence à De Gaulle, le premier qui avait souhaité se libérer de l'influence et de la dépendance américaine. En cette année 2025, dans les chancelleries européennes, on passe à un discours d'autonomie stratégique européenne et de souveraineté militaire. L'Europe joue son va-tout. Désormais, il n'y a pas que le discours, il y a un plan. Depuis mars 2025. Le plan est mis dans un livre blanc intitulé, comme je l'ai dit, Readiness 2030 ou Rearm Europe. Ce plan cherche à mobiliser 150 milliards d'euros de prêts, sans compter les 800 milliards dont j'ai parlé précédemment. Et je cite, flexibiliser les règles budgétaires pour permettre l'investissement en défense. L'objectif général est de bâtir une Europe capable de se défendre seule d'ici 2030. Mais attention, tout en restant complémentaire de l'OTAN. Important. Et c'est là que le changement de paradigme n'est pas tout à fait total. On est autonome, mais on reste quand même dans l'OTAN. Faut pas exagérer. Alors, la perspective 2030 est de doubler les budgets défense. Objectif de 2% du PIB au maximum. Créer un Conseil européen de défense et une culture stratégique commune. Promouvoir une défense européenne prête, résiliente et réactive. Mais alors, quels sont les besoins des Européens? Bon, il faut comprendre que l'Europe manque de tout. Elle manque de munitions, de missiles, de capacités de défense aérienne. Elle a des retards dans les domaines des drones, de la cyberdéfense et de la mobilité militaire. Il y a aussi une fragmentation industrielle entre les États membres qui est tout simplement due à la structure de l'UE. Alors, quels sont les axes d'action prioritaires? Eh bien, on veut créer une base industrielle et technologique de défense européenne solide. On veut mutualiser les investissements, les formations et les infrastructures. On veut développer des projets communs d'équipement. Les chars, les avions, l'intelligence artificielle, le domaine spatial, le domaine cyber. On veut également simplifier les marchés publics de défense pour favoriser les productions européennes. On veut continuer à apporter un soutien durable à l'Ukraine. Parce que pour l'Europe, l'Ukraine doit gagner cette guerre. On veut garder la coopération OTAN-UE, mais viser la capacité d'action autonome. Bref, l'Europe est ambitieuse. Enfin. Et alors, le réarmement, est-il si facile? Pas si vite. Si on analyse le budget des pays européens, on apprend pas mal de choses. On va pouvoir distinguer 3 groupes de pays, 3 attitudes, 3 budgets. Le groupe 1, ce sont les pays en guerre, ou proches d'un conflit, ou dans une zone de tension. Ces pays dépensent une part du PIB relativement élevée. Plus de 3% du PIB est consacré au budget défense. C'est le cas, bien sûr, de l'Ukraine, 34,48%, de la Russie, 7,05%, de l'Arménie, 5,48%, de l'Azerbaïdjan, 4,99%, de la Pologne, 4,15%, de l'Estonie, 3,37%, de la Lettonie, 3,26%, de la Grèce, 3,13%, de la Lituanie, 3,12%, du Kazakhstan, 2,43% et du Danemark, 2,42%. Le deuxième groupe, lui, ce sont des pays qui visent un rôle de puissance régionale
ou alors ont la perception d'un danger lointain. Ce sont des pays avec des dépenses plus ou moins élevées, je pourrais dire modérées, qui montrent une capacité militaire pourtant affirmée ou alors une ambition régionale. C'est le cas de la Finlande, 2,30%, de la Roumanie, 2,30%, de la Grande-Bretagne, 2,24%, de la Hongrie, 2,16%, la Bulgarie, 2,15%, la France, 2,05%, la Norvège, 2,09%, l'Italie, 1,61%, et enfin l'Espagne, 1,51%. Et puis, il y a le groupe 3. Ce sont des pays qui ne se sentent pas du tout concernés par le narratif de la guerre. Ce sont donc des pays avec des dépenses relativement faibles. C'est le cas de l'Irlande, 0,24%, la Suisse, 0,72%, Bosnie-Herzégovine, 0,75%, Luxembourg, 0,96%, ou encore l'Autriche avec 1% seulement du PIB. Donc on le voit, l'objectif des 5% du PIB est très éloigné de la réalité. Quelle est la suite, me direz-vous? Eh bien, dans les prochaines années, le défi sera de transformer les promesses en capacités concrètes, de produire des drones, des missiles européens, des systèmes d'interopérabilité entre les membres, d'avoir recours à des emprunts, à la flexibilisation des règles budgétaires, ce qui marque un tournant fiscal pour les États européens. Mais le glissement reste délicat. Les ambitions élevées ne correspondent pas aux contraintes économiques et à la réalité sur le terrain. Certains pays restent très hésitants. C'est le cas de l'Italie ou encore de l'Espagne. Enfin, ce changement ne signifie en aucun cas une rupture avec les États-Unis. C'est seulement un ajustement. L'Europe entend être un partenaire moins dépendant, mais fiable. Merci d'avoir suivi cette analyse. C'était Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de vous abonner, de liker et de partager. Vos commentaires sont très précieux. Dites-nous, selon vous, quelle est la principale urgence de l'Europe en matière de défense? C'était Les Clés du Monde. Les clés du monde. Les Clés du Monde.